on commence par, il y a un cercle concentrique. C'est-à-dire il faut commencer d'abord par le plan régional, donc la CEDEAO, qui est soi-disant une des organisations les plus dynamiques, peut s'occuper du problème et eux, ils restent un peu en retrait. C'est dommage parce qu'on a besoin aussi de l'éclairage des autres Afriques, si je puis dire, des autres régions, et pas seulement de l'Afrique de l'Ouest, où il y a quand même des intérêts en jeu. Donc, ça aurait été bien que l'Union africaine s'intéressât à ce problème-là. Jean-Jacques Semo? Oui, qui s'intéresse à ce problème parce que imaginez qu'on n'arrive pas aujourd'hui à arrêter cette affaire. Qu'est-ce qu'ils vont faire les salafistes, AQMI et tout le reste là? C'est quelque chose dont on pensait que ça allait arriver. Lorsqu'on a vu tomber Kadhafi, ils vont poursuivre leurs offensives. Oui. C'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est menacée aujourd'hui. Et au-delà. Et au-delà. Ouais. Et au-delà. C'est pour cela que l'Union africaine doit être... Est-ce que vous pensez que le traitement médiatique de la crise malienne a son importance dans cette affaire? Le fait, par exemple, que nous soyons tous focalisés sur la Syrie, avec notamment les derniers développements, les échanges d'obus entre la Turquie et la Syrie, est-ce que le fait que l'on mette davantage l'accent sur la crise syrienne ne fait pas à la fois baisser la vigilance sur ce qui se passe, je dirais, au nord du Mali, et n'incite pas les groupes, qu'ils soient islamistes avec leurs alliés indépendantistes et autres, de pouvoir vendre leur cause? Parce qu'au fond, ils bénéficient d'une très très forte publicité, étant entendu que dans ce même traitement médiatique, rares sont, j'allais dire, les groupes dits modérés qui ont la possibilité de s'exprimer pour condamner ouvertement ce qui se passe, notamment au nord du Mali. Bon, vous savez, les gens attendent que ça leur revienne au visage, parce que ce qui se passe au Mali va contaminer tous les pays de la sous-région. C'est inéluctable? Vous pensez qu'il y aura un effet domino? C'est des conquérants. C'est des gens qui ont besoin d'espace. Ils ont déjà maintenant un espace où ils peuvent s'entraîner. Vous savez, vous avez 800 000 km², vous pouvez vous entraîner. C'est une fois et demie la France. Voilà, c'est ça. Modo, ouais. Vous vous entraînez, vous formez les gens. Il y a des Afghans là-bas, des Pakistanais là-bas. Tout ce qui est obscurantiste est là-bas. C'est un vrai problème. Et à partir de là, on peut aller frapper, même en Afrique centrale, on peut aller frapper en Afrique australe. Et on frappera les intérêts des Occidentaux en Afrique. Vous voyez, à défaut de frapper à l'intérieur de leur territoire, on peut frapper. Donc, je trouve qu'il faut vraiment tailler dans l'abcès tout de suite et frapper et maintenir leur... Ils ne sont pas nombreux. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas des milliers de salafistes qu'il y a là-bas, c'est des centaines. Une action d'envergure permettrait éventuellement de les éradiquer. Avec des armées qui connaissent le terrain. Vous savez, quand vous connaissez les cailloux, vous connaissez les grottes de cette région, l'Algérie aurait pu jouer un grand rôle. La Mauritanie, même les Tchadiens, même si c'est loin, les Tchadiens connaissent la guerre dans le désert. Nous allons à présent conclure cette émission, chers téléspectateurs, qui était consacrée à la crise malienne et ses conséquences. Nous avons vu que depuis le mois de mars 2012, le Mali est plongé dans une crise inextricable, que la partie nord du pays est actuellement sous contrôle des groupes islamistes et de leurs alliés indépendantistes. Nous avons également pu constater qu'au niveau de la CEDEAO, qui avait été désignée pour trouver une issue à cette crise, il y a eu beaucoup de divergences qui, en dépit des différences observées, a abouti à la création, en tout cas l'annonce de la création de la force panafricaine. Nous avons également évoqué les questions humanitaires, en voyant comment est-ce que le gouvernement malien, mais surtout les communautés, étaient sensibles au sort de leurs compatriotes du nord du Mali, afin de leur venir en aide. À présent, nous allons donc passer à la conclusion. Francis Kpatindé, que peut-on finalement retenir de tout ceci? On attend plus de cohérence à Bamako, déjà. Comme ça, au moins, les bases seraient assainies. On attend également un peu plus d'engagement de la part de l'Union africaine et de la CEDEAO aussi, parce que les dissensions persistent toujours à ce niveau. Et on attend que les troupes africaines arrivent à Bamako pour donner un signal fort aux salafistes qui occupent ce pays. Et puis, je suis vraiment désolé d'en appeler à la guerre parce que ce n'est pas du tout dans mon tempérament, ce n'est pas du tout dans ma culture. Mais vous savez, il y a certaines guerres qui sont justes. Et celle-là, elle me semble juste. Jean-Jacques Sebo? Moi, je dis qu'il faut arrêter les tergiversations
il y en a trop eu. Tergiversation à l'intérieur, donc au Mali même, où il faut que les différents lieux de pouvoir réalisent l'unité. C'est une des conditions de la chose. Il faut aussi que la communauté internationale, dans l'attente de mettre en place les logistiques nécessaires, mais que l'on attend rapidement maintenant, essaie de tenter par l'organisation des Nations Unies. Je crois qu'il y a dans les jours qui viennent, là il va encore y avoir une réunion à l'ONU, qu'on demande l'ouverture de couloirs humanitaires. Pourquoi ces corridors humanitaires? Parce que nous allons tester la bonne volonté des guerriers qui sont au nord du Mali. Et puis, il y a urgence parce qu'il ne faut pas laisser s'installer dans cette région un État terroriste. Voilà, chers téléspectateurs, merci d'avoir prêté attention à notre émission. Je vous fixe rendez-vous à la fois prochaine. Bonsoir. La vérité, c'est la vérité. Ah, la vérité. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité? La vérité, c'est la vérité. Ah, la vérité. La vérité, à quoi ça sert que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité?